Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un épisode spécial du podcast Le Mystère Miaou. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité professionnel du monde animalier. Il va nous éclairer pour mieux comprendre les métiers en lien avec nos animaux à moustache. Je suis Cyril Bauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Ce podcast a pour objectif de vous apporter toutes les clés utiles pour mieux comprendre nos amis les chats. J'ai donc le plaisir de vous offrir cette conversation avec Sarah Janin. Sarah est psychologue clinicienne et docteur en éthologie, co-organisatrice du congrès annuel Pet Révolution et directrice générale d'Animal University. Bonjour Sarah. Bonjour Cyril. Tu es à la fois psychologue clinicienne et éthologue. En quoi ce double regard est-il utile pour mieux comprendre le comportement des chats ? Alors, en effet, avoir une double casquette, c'est assez intéressant. D'ailleurs, dans les deux sens, je dirais. Alors, pourquoi ? Parce que, alors en éthologie, on apprend surtout à observer, à ne pas se fier uniquement à ce que l'on entend à travers le langage verbal, puisqu'on travaille avec des espèces qui n'ont pas toujours un langage verbal commun au nôtre. Et donc, on apprend à observer et bien sûr, à comprendre un moyen de communication qui est différent du nôtre. On apprend à observer donc un langage non verbal. Et puis en psychologie, on apprend quand même aussi on développe son empathie quand même vis-à-vis de l'autre avec un grand A. Et donc à faire attention à l'autre, à prendre soin de l'autre, à être respectueux. Et ça, ce sont vraiment, je crois, des qualités qui se croisent dans le travail que l'on fait avec nos animaux, c'est-à-dire apprendre à respecter un individu qui, alors, en l'occurrence, ne fait pas partie de la même espèce que la nôtre, mais mérite le même respect, la même écoute, et bien sûr qu'on se montre empathique vis-à-vis de lui. Donc voilà, moi j'ai vraiment développé et avec beaucoup de plaisir justement ces compétences dans ces deux champs différents. Et puis l'éthologie m'a aussi appris pour le coup à m'exercer dans ce travail d'observation. Et je pense que là, j'aurais été une bien meilleure psychologue après avoir fait un doctorat en éthologie que je ne l'étais au départ. Et puis c'est vrai qu'avoir cette casquette de psychologue permet aussi d'écouter les humains qui viennent nous consulter pour une prise en charge, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire d'avoir une écoute empathique, de savoir prendre en compte leurs attentes, leurs besoins, leurs états émotionnels, parce que c'est fondamental aussi dans la prise en charge de l'animal de faire attention à l'humain qui l'accompagne. Et c'est vraiment finalement un travail systémique. On travaille avec les humains du foyer et leurs animaux comme un tout. Et pour bien prendre en charge, en tout cas de mon point de vue, l'animal, il faut aussi prendre en considération les humains qui l'accompagnent. Tu as co-dirigé l'ouvrage Comportement et bien-être du chat aux éditions Educagri avec une approche interdisciplinaire. Quelle discipline manque encore à la table selon toi pour une vision vraiment globale du chat, j'allais dire ? Alors, donc dans l'ouvrage, c'est vrai qu'on avait cette volonté de croiser les regards donc de professionnels qui venaient d'horizons très différents. Et moi, je trouve en tout cas que, alors dans l'ouvrage, on avait justement des philosophes, mais de manière générale, dans les débats, dans les congrès que j'ai eu l'occasion de suivre, la philosophie était pas forcément la discipline la mieux mise en avant. Et je trouve que c'est très intéressant de se poser des questions sur notre rapport aux animaux, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des animaux compagnons comme le chat ou d'autres animaux, des animaux de rente, des animaux sauvages. Et donc, je trouve que c'est très intéressant de s'inspirer un peu des travaux en philosophie sur, voilà, pour ces questions un petit peu de, euh, alors bien sûr, de spécisme et antispécisme, mais ouais, plus largement s'intéresse des questions un peu existentielles qui nous touchent et qui touchent aussi les autres êtres vivants. Alors le droit, parce qu'on fait beaucoup de progrès il y a beaucoup d'évolutions, heureusement, souvent trop lentes à mon goût, dans ce domaine-là, et du coup, il est très important de se tenir à jour. Donc, le droit est aussi une discipline très importante pour aller vers un meilleur respect des autres espèces que l'être humain. L'art pourrait être intéressante aussi comme discipline à mettre en avant, parce qu'avec l'art, on peut transmettre un grand nombre de messages, et peut-être que ça, on n'a pas l'habitude aussi de s'en inspirer. Donc, tu vois, quand tu me poses la question, en tout cas, ça me fait penser que
Bah, voilà, c'est intéressant aussi de voir ouais, quel message, quelle réflexion on pourrait avoir à travers l'art et comment on pourrait, mettre en avant les animaux à travers cette discipline-là. Et alors, en tant qu'experte de la communication interspécifique, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui de la façon dont le chat parle à l'humain et de la façon dont on peut apprendre aussi à mieux l'écouter? Alors, on sait de plus en plus de choses, hein, sur la communication entre, l'humain et le chat et l'humain à travers, les données en éthologie, notamment, qui avancent. On a de plus en plus d'études dessus. Donc on sait par exemple que les chats sont capables de reconnaître, la voix de leur humain, familier ou de différents membres, du foyer par rapport aux voix de personnes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils font attention à nos expressions faciales, qu'ils sont sensibles du coup à des micro-mouvements comme le fait de cligner des yeux, qui semblerait-il d'ailleurs, auraient des vertus apaisantes, en tout cas dans notre communication avec le chat. Hem, la communication tactile est aussi importante dans notre lien au chat, mais si les chats aiment être caressés, il faut vraiment faire attention aussi aux préférences, individuelles. C'est-à-dire que c'est difficile, hein, quand on parle de communication, de parler au niveau de l'espèce parce que chaque individu a vraiment ses propres besoins et ses propres préférences et du coup, un type de communication pourrait très bien convenir à, un binôme humain-chat et pas du tout à un autre. Donc pour revenir sur cet exemple, certains chats adorent être caressés et d'autres préfèrent juste une présence, physique, avec, leur humain et ne supportent pas d'être caressés, d'un contact, physique. Donc ça dépend vraiment aussi du tempérament de chaque individu. Hem, de notre côté, on a quand même pas mal de choses à apprendre encore. C'est-à-dire qu'on part souvent du principe que, comme on aime une espèce, on va la comprendre et on va répondre au mieux à ses besoins. Alors que non, il y a beaucoup d'apprentissage à faire pour comprendre comment le chat communique, par exemple. Même si on aime beaucoup cette espèce, il faut apprendre, son langage non verbal, en l'occurrence, son langage corporel, mais aussi ses vocalisations pour identifier être en mesure d'identifier ses états émotionnels, ses motivations, éventuellement ses intentions. Alors on ne sera jamais dans la tête du chat, mais on peut en tout cas déduire à partir de ce langage, en tout cas faire des hypothèses sur, ses états, cognitifs, ses états, émotionnels. Donc, à travers le port des oreilles, le port de la queue, le est-ce que le chat est plutôt évitant dans sa posture et dans, son regard ou au contraire, est-ce qu'il il est dans une intention d'approche? Donc tout ça, c'est quelque chose qui s'apprend, à travers des enseignements, en éthologie, notamment et puis, heu et puis apprendre à observer justement parce que, pour repérer tout ça, il faut savoir observer, prendre le temps de le faire et ce temps-là, on le prend pas forcément, toujours dans nos interactions avec nos animaux. Dans notre quotidien avec les chats, quelle habitude faudrait-il remettre en question pour être, vraiment respectueux de leur nature ou de leurs besoins? Alors je dirais la première chose, c'est de, continuer à battre, en brèche l'idée reçue selon laquelle le chat est un individu indépendant, qu'il n'a pas besoin d'interaction, pas besoin d'occupation non plus. Là, je pense notamment aux chats qui sont, captifs, c'est-à-dire qui n'ont pas l'opportunité de sortir librement à l'extérieur et donc qui sont, contraints et dont le rythme de vie, est calqué sur celui de l'humain, sur quand il va rentrer, quand il va sortir, quand il va le nourrir et cetera et donc je pense qu'il faut vraiment se mettre à la place de son animal, se dire que, c'est une espèce qui a besoin de dépenses cognitives, de dépenses, physiques, d'interactions aussi sociales de plus en plus, surtout les chats qui se sont développés dès leur plus jeune âge auprès des humains ou auprès d'autres espèces, hein, d'ailleurs de congénères ou de chiens ou de toute autre, espèce, dont ils pourraient être familiers et qu'il ne faut pas donc le laisser seul, trop longtemps. C'est-à-dire que la présence humaine ou d'autres espaces en tout cas est fondamentale pour un chat, surtout les chats qui ne sortent pas, puisque ça va être quasiment leur seule occupation. Ils peuvent observer ce qui se passe par la fenêtre, d'accord, mais les interactions avec, des êtres vivants en mouvement, ça va se passer uniquement avec les membres du foyer et donc un chat peut vraiment souffrir de rester seul, des heures durant pendant que nous sommes au travail et heureusement et je remercie donc, ces, métiers qui se développent ces métiers émergents de pet sitting,
donc des personnes qui vont venir au foyer des personnes pour s'occuper de l'animal en leur absence. Et c'est super de pouvoir faire appel à ces professionnels parce que justement l'animal, comme ça, souffre moins de cette solitude. Je veux dire, et au-delà du jeu ou des interactions physiques, c'est déjà avoir une présence aussi à ses côtés. Donc voilà, c'est, je pense, de se rendre compte que le chat passe déjà beaucoup de temps tout seul parce que la nuit on n'interagit pas avec lui, donc il aura voilà 6 à 8 heures déjà où on ne s'occupe pas de lui. Et si en plus on rajoute le temps de la journée, ça fait quand même beaucoup. Et je dirais, parce que ça je le répète, mais c'est fondamental à mes yeux, c'est essayer de diminuer un maximum les contraintes que nous lui imposons. Il y en a qui sont malheureusement impossibles à contourner, mais lui laisser le plus de choix possible, le choix dans le jeu, le choix si on le peut, dans la nourriture aussi qu'on lui propose, voilà, le choix dans là où il va pouvoir se reposer, qu'il puisse avoir des endroits en hauteur où se percher, ou alors des cachettes au contraire au sol pour pouvoir se camoufler, et donner un petit peu de choix dans sa vie. Ouais. Parfaite transition effectivement avec la question que j'allais te poser après, puisque le concept de bien-être animal, il est de plus en plus présent dans les médias. Et quelles dimensions, pour toi, un peu spécifiques du bien-être félin, sont encore trop souvent ignorées ou mal comprises? Je crois que c'est négliger son besoin d'interaction sociale. Quand je dis interaction sociale, je parle à la fois avec les humains, avec les autres espèces et avec ses congénères, puisque c'est vrai que les chats, les chats qui vivent libres et errants ne sont pas souvent, ce sont des espèces qui vivent, oui, majoritairement solitaires et qui se regroupent quand il y a des sources de nourriture abondantes, pendant les périodes de reproduction, etc. Et sinon, qui vivent alors avec leurs petits lorsqu'ils en ont, mais ensuite qui vivent davantage seuls. En revanche, les chats que nous avons dans nos foyers, ben, ils ont un mode de vie qui est radicalement différent. Souvent, ils se sont développés déjà dans un milieu que je qualifierais d'anthropique, c'est-à-dire milieu humain. Et donc, ils ont eu l'habitude de vivre au contact d'humains, ou alors même avec d'autres chats, et ils vont avoir besoin finalement en fait de ces rapports sociaux, puisque c'est ce qui va occuper finalement toute leur journée, d'avoir des interactions, qu'elles soient physiques ou même la simple présence de ces autres membres du foyer. Donc comme on leur propose un mode de vie qui est très différent de celui qu'ils connaissaient quand elles vivaient libres et errants, ben, il faut aussi avoir conscience que leur mode d'interaction change, et donc qu'il faut leur apporter des occupations qui passent en partie à travers des interactions sociales, à travers du jeu, parce que ben, comme ils sont nourris et logés, ils ne passent pas beaucoup de temps à finalement rechercher leur nourriture comme ils feraient à l'extérieur, ce qui leur prenait pas mal de temps. Bah là, c'est quand même intéressant de leur reproposer du jeu pour qu'ils puissent se dépenser physiquement, cognitivement, éventuellement les nourrir à travers des systèmes ludiques de distribution de nourriture aussi, et pas seulement en gamelles, pour que voilà, ils bénéficient d'un petit peu plus de dépenses mentales. Est-ce qu'on peut parler d'anxiété, de frustration ou même encore de tristesse, comme on le ferait chez un humain? Alors oui, alors comme on a quand même une activité cognitive qui est assez similaire, je veux dire, le chat a une activité cognitive extrêmement complexe, et donc il peut dans l'absolu souffrir des mêmes maux que l'être humain, pas forcément pour les mêmes raisons, mais parfois oui. Donc un chat peut être triste, un chat peut souffrir par exemple de la perte d'un compagnon. Alors ça, on a beaucoup de données empiriques, c'est plus difficile d'un point de vue expérimental de le mettre en évidence, mais d'un point de vue empirique, on voit des chats qui deviennent apathiques, qui n'ont plus le goût à certaines activités qui leur procuraient des plaisirs avant. Donc ça, on le voit pas mal donc, lorsqu'ils perdent un compagnon. Pardon. Euh, des chats anxieux, oui, bien sûr aussi. Alors, l'anxiété chez le chat, notamment chez les chats européens, encore une fois, dont les ancêtres ont vécu libres et errants pendant des générations, et encore maintenant, c'est vrai qu'on adopte beaucoup de chats de portée qui ont été trouvés justement dans la rue, dans une ferme. Et ces chats-là, ils ont survécu grâce à cette anxiété, grâce au fait qu'ils craignent les humains, les chiens par exemple, qu'ils aient peur des voitures. Et tout ça, c'est ce qui a préservé justement leur intégrité physique. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est que maintenant, on veut des chats compagnons, et on leur reproche le fait qu'ils soient anxieux, qu'ils aillent se cacher sous le lit, sous les meubles, chaque fois qu'on veut interagir avec eux, chaque fois qu'il y a un bruit un peu nouveau, chaque fois qu'il y a des personnes qui arrivent à la maison. Mais d'un autre côté,
c'est comme ça que ses ancêtres ont survécu. Et donc, ce qui était une qualité au départ dans la nature devient presque un défaut dans le contexte de chaque compagnon. Or, voilà, l'anxiété, elle est normale chez les chats, notamment les chats européens. Pourquoi je fais la distinction? Parce que c'est vrai que les chats de race se sont développés dans un environnement, pour le coup, généralement en captivité et auprès des humains. Et donc, ils se sont familiarisés de manière plus intensive à ce contexte particulier. Et donc, ils ont moins eu à craindre ou à vivre dans ces voilà, dans ces environnements plus périlleux, si j'ose dire, à l'extérieur. Et pardon, tu me parlais d'anxiété, de tristesse, et puis c'est valable pour les émotions positives, heureusement. Hein, c'est-à-dire qu'on a aussi des chats qui peuvent partager des grands moments d'enthousiasme et de joie, que ce soit à travers le jeu, à travers les retrouvailles avec leur compagnon de vie. Voilà, des deux côtés, en tout cas, oui, les chats partagent des émotions similaires aux nôtres. Sans transition cette fois-ci, tu es aussi directrice d'Animal University. Comment cette structure contribue-t-elle à mieux former les professionnels qui accompagnent les animaux au quotidien? Tu parlais des pet-sitters tout à l'heure, mais on peut aussi parler des éducateurs, des comportementalistes. Oui, alors c'est vrai que l'objectif de notre organisme de formation au départ, c'était de proposer, quels que soient les enseignements qu'on dispensait, une approche interdisciplinaire. Euh, Éléonore, qui est mon associée, qui est éducatrice canin et comportementaliste de formation, Thierry Bedossa, qui est aussi le fondateur d'Animal University, qui est vétérinaire et comportementaliste, et puis moi qui suis psychologue et éthologue. Déjà, on s'était réunis au départ avec cette volonté vraiment d'enrichir nos connaissances et nos compétences respectives par ce partage de savoir. Et donc, dans nos formations, on a vraiment des formateurs qui viennent d'horizons différents et on propose essentiellement des formations qui sont, oui, en tout cas axées sur le comportement animal, la communication, les besoins, l'origine de l'espèce, mais aussi les caractéristiques individuelles de chaque individu, justement. Et puis également des formations plus pratiques de terrain en éducation et rééducation du chien. Et voilà, notre volonté, c'était aussi de croiser à la fois la science, c'est-à-dire de s'appuyer sur les avancées des études en éthologie, en médecine vétérinaire, en psychologie, et puis l'expertise de terrain, c'est-à-dire comment on peut mettre en pratique les données issues de ces différentes disciplines scientifiques, comment on les met en pratique pour améliorer le quotidien des animaux avec lesquels on vit ou avec lesquels on travaille dans des prises en charge. Et dans cette structure Animal University, il y a aussi un événement hein, que vous orchestrez qui s'appelle la Pet Révolution. Et là, j'ai un peu une double question pour toi. Quelle place occupe le chat dans cette Pet Révolution? Et puis aussi, quels sont les grands enjeux ou les avancées scientifiques récentes que vous allez mettre en lumière lors des distanciels qui se tiendront les 6 et 7 décembre prochains? Alors, merci beaucoup de parler de cet événement. C'est un congrès en effet annuel que nous organisons depuis 2016. Alors au départ, c'était uniquement en présentiel et puis avec le Covid, on a été amené à digitaliser l'événement et puis finalement à le rendre hybride, c'est-à-dire avoir un volet présentiel et puis un peu plus tard dans l'année, un volet distanciel pour qu'on ait quand même l'occasion de se retrouver entre amis et professionnels et puis qu'on puisse quand même suivre le congrès, même si on n'a pas la possibilité de venir à Paris. Et donc, cette année, pour la première fois, on a décidé d'avoir dans le volet digital qui à venir, là, les 6 et 7 décembre prochains, une journée dédiée entièrement aux chats, le samedi, donc 6 décembre, et une journée dédiée aux chiens, le 7 décembre. Les années précédentes, on avait des conférences qui étaient mêlées, où donc les personnes suivaient le week-end entier, qu'ils soient plutôt intéressés par l'espèce féline ou l'espèce canine. Et donc, pour la journée consacrée aux chats, il va y avoir à la fois des conférences vraiment dédiées à cette espèce et des conférences transversales qui traitent plutôt de notre rapport aux animaux au sens un peu plus large. Par exemple, on va parler de la reconnaissance politique du sujet de la protection animale. Donc, ça ne touche pas uniquement le chat. On va parler aussi de l'évaluation économique du bien-être animal. Donc là, c'est aussi une thématique un peu plus large. Et puis, on va parler plus spécifiquement, par exemple, de la sélection artificielle et de son incidence sur la plasticité comportementale du chat. On va parler de ce que nous dit la science sur la communication du chat, faire un petit peu un état des lieux de ce que l'on sait dans la communication entre le chat et l'humain. On va faire des études de cas aussi avec des résolutions donc de problématiques comportementales. On va parler de nutrition féline.
Voilà, donc il y aura vraiment et puis des nouvelles technologies d'ailleurs qui peuvent nous contribuer aussi au bien-être de notre petit félin. Et on a à la fois des chercheurs français, mais aussi des chercheurs qui viennent alors d'Angleterre, qui viennent des États-Unis. On essaye quand même de proposer aussi d'élargir un peu nos frontières puisque le savoir est mondial et, voilà, la billetterie est encore ouverte. J'en profite pour vous le dire si vous êtes intéressés. Jusqu'au 23 novembre, la billetterie est ouverte pour s'inscrire à la distancielle. Et puis sinon, on se retrouvera l'année prochaine pour la 7e édition, donc, en 2026. Enfin, si tu devais transmettre un message essentiel, j'allais dire, à tous les humains qui partagent leur vie avec un chat, quel serait-il? Alors, je dirais de traiter son animal de la même manière qu'on le ferait avec un autre compagnon de notre foyer. C'est-à-dire non seulement en lui portant toute l'affection qu'on peut avoir, bien sûr, mais en ayant conscience que c'est une espèce qui est différente de la nôtre. Et si, bien sûr, elle dessert le même respect, elle a aussi ses spécificités et qu'il est nécessaire donc d'apprendre, de se former à, à cette espèce, à sa communication, à ses besoins, à la manière dont on peut interagir au mieux dans nos interactions avec elle. C'est la première chose. Donc vraiment se former. D'ailleurs, j'ai mon chat qui me tend la patte désespérément pour avoir des caresses à ce moment-là. Donc je pense qu'elle est en accord avec ce que je dis. Et donc oui, se former, c'est quelque chose qui est pour moi fondamental et les avancées, les données scientifiques continuent, je veux dire, de progresser et donc il est important de vraiment se former de manière continue. Et puis peut-être, alors c'est pas directement sur le chat, mais j'en profite quand même pour le dire, je trouve que c'est important aussi d'avoir autant de respect pour l'humain et pour les animaux. Je pense aussi aux professionnels du domaine félin, c'est-à-dire que essayer d'avoir autant d'empathie pour l'humain propriétaire, même si j'aime pas tellement ce terme, du chat avec lequel on travaille qu'avec son animal, parce que parfois c'est difficile d'être tolérant avec les autres humains aussi. Donc voilà, comme je m'adresse aussi à des professionnels de ce secteur-là, j'ai envie de dire soyons à la fois empathiques, respectueux et tolérants avec toutes les espèces, humaines ou non humaines, mais c'est important pour qu'on vive bien ensemble, ouais. Oui, effectivement, tu as raison. En tout cas, merci Sarah de m'avoir accordé cette interview. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Au revoir Sarah. Au revoir. Je rappelle que Sarah Janin est psychologue clinicienne et docteure en éthologie, co-organisatrice du congrès annuel Pet Révolution et directrice générale d'Animal University. Et voilà, vous ressortez, suite à l'écoute de cet épisode, plus informé et plus sensibilisé à nos amis à quatre pattes. Restez connectés pour d'autres épisodes du Mystère Miaou. Et avant cela, abonnez-vous dès maintenant à ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Pour vous, ça ne coûte rien, mais ça permet de le faire découvrir au plus grand nombre. Et croyez-moi, être informé sur les chats, ça ne peut faire que du bien. Prenez soin de vous et à bientôt.